Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique de la semaine, le portrait de la semaine, où j'ai la chance de recevoir Bernard Hezambert, une personnalité importante puisqu'il a occupé de très grandes fonctions au sein de la République et dirigé notamment de très grands groupes. Bernard Hezambert, bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? So far, non, mais ça va à peu près. Enfin, je ne me plains pas. Le nouveau confinement, qu'est-ce que... Bon, le confinement, on commence à s'y habituer. Bon, puis je fais partie de ceux qui arrivent à supporter tout à fait le fait d'être de temps en temps isolé, de pouvoir réfléchir tranquillement, de ne pas être sur le qui-vive. J'ai une vie un peu intense, donc finalement le confinement me réussit plutôt. Je ne devrais pas dire ça, parce que je suis probablement l'un des rares à être dans ce cas. Mais... Alors justement, Bernard, effectivement, vous êtes un homme à la fois de la finance et un homme de l'action publique, un homme du privé, mais aussi de l'entreprise. Vous avez côtoyé les grands patrons de ce monde, les patrons du CAC 40, que vous connaissez parfaitement. Vous avez eu de très hautes fonctions au sein de la présidence de la République, du cabinet ministériel, président de la République. Vous avez dirigé de grandes institutions, la Banque Edmond Rothschild. Vous avez également été polytechnicien et présidé l'école polytechnique pendant plusieurs années. Vous êtes un personnage de la République important, un ouvrage qu'il est important que nous, on puisse justement découvrir aujourd'hui, parce que l'état de la France nous questionne. Et justement, Bernard Hezambert, pour vous, aujourd'hui, quel est l'état de la France, spécialement en cette période de pandémie de Covid-19 ? Bon, l'état de la France économiquement n'est bien entendu pas un état somptueux. Je veux dire, la France s'est beaucoup endettée pour faire face à un certain nombre de dépenses, et notamment de dépenses sociales nécessaires qu'elle a mises en œuvre, de la même façon que ses voisins européens, d'ailleurs, et même au-delà de l'Europe, en Asie du Sud-Est. Bien, tout ceci a un coût, et donc ce coût correspond à un endettement qui peut paraître énorme. Simplement, cet endettement, nous ne sommes pas le seul à l'avoir. Encore une fois, la plupart des pays développés sont dans la même situation. Et puis, il est traitable sur de longues durées. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut transformer, éloigner jusqu'à l'infini le traitement des différentes dettes des pays dans le monde, mais on peut en tout cas au moins allonger la durée de ces prêts, qui pour l'instant ont la chance, en taux d'intérêt, de ne pas coûter très cher. Et puis il y a ce rassemblement des principaux États du monde dans les mêmes difficultés, dans les mêmes prévisions. Et tout ceci m'incite à penser qu'on trouvera des solutions le moment venu, si les choses se durcissaient, de la même façon qu'on les a trouvées dans les crises récentes que nous avons traversées depuis une dizaine d'années. Hein. Souvenons-nous des deux crises importantes que nous avons vécues il y a quelques années. Et la bonne volonté d'ensemble du monde développé a permis de faire face à ces difficultés. J'espère et je pense possible qu'il en soit de même cette fois-ci. Alors Bernard Hezambert, vous qui avez été à la tête de la Banque Edmond Rothschild, président d'une grande banque pendant plusieurs années, la reprise économique, selon vous, elle viendra de la finance, elle viendra des entreprises, elle viendra du pouvoir public. Comment voyez-vous justement le rebond économique après cette crise ? Bon, elle viendra un petit peu de tout ce monde, avec un moteur peut-être en pointe par rapport aux autres, qui est celui de la consommation, parce que bien sûr, on va retrouver ce besoin de consommation, de retour à une consommation un peu plus en phase avec celle qu'on a vécue, même si dans certains domaines, les usages vont se transformer un petit peu. Donc cette consommation va entraîner l'économie. Tout le monde a envie de faire en sorte que l'économie reparte. Je veux dire, des centaines de millions de gens communient dans l'espoir de voir la croissance repartir de l'avant de façon importante, spectaculaire. Et je pense que cette envie globale va se traduire dans les faits et va se manifester effectivement par un renouveau de croissance économique. Je veux dire, c'est pas bon, ça c'est un peu aussi un vœu pieux, mais pas uniquement.
pas uniquement. D'ailleurs, on le sent bien, dès que les choses vont un peu mieux dans un pays, la croissance repart. Ça a été le cas aux États-Unis notamment, c'est le cas en Chine. Aux États-Unis pour peu de temps, mais en Chine apparemment de façon plus pérenne. Donc non, je ne suis pas macroéconomiquement et sur le moyen et long terme, je ne suis pas trop inquiet. Alors justement, Bernard Eisenberg, vous parlez effectivement de l'état de santé de notre pays, mais parlont de l'état de santé des Français, de nos concitoyens. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, puisque vous êtes à la tête de plusieurs fondations qui sont chargées de la santé. Donc il y a la Fondation française de la recherche pour l'épilepsie que vous dirigez, mais également la Fondation pour la recherche en faveur du cerveau. Ce sont des sujets qui sont très importants pour vous, les sujets de santé? Ah oui, bien sûr, ils sont essentiels. Je veux dire, hors santé, les problèmes s'accroissent, s'aggravent, deviennent extraordinairement difficiles à traiter. La santé est la base. Et il faut avancer dans ce domaine. Moi, je n'ai jamais compris les raisons pour lesquelles on toise les dépenses de recherche dans les pays développés. Je veux dire, par exemple en France, où elles représentent, je crois me souvenir, 12% de la richesse nationale, du PNB, alors qu'elles en sont déjà à 18 ou 19, voire 20 aux États-Unis. Moi, je pense qu'il y a là des dépenses en croissance inéluctables, normales, auxquelles il faut savoir faire face. Il faut prendre ça en base, comme une base. La santé sera toujours à la base des besoins des citoyens, et c'est tout à fait compréhensible. Donc je pense qu'un jour, on ne sera plus à 12% de part de la richesse nationale en faveur de la santé, on rejoindra les États-Unis. Alors il est vrai que leurs 18% correspondent aussi à un effort de recherche scientifique énorme sur la santé, avec un coût également très important, mais même, je veux dire, quand même, il y a de fausses économies et de bonnes économies. Les économies qu'on fait sur la recherche sur la santé sont de mauvaises économies. Alors justement, pardon de le dire aussi brutalement. Mais il faut être justement parfois provocateur pour faire avancer les choses. Vous avez pris le sujet à bras-le-corps, Bernard Eisenberg, puisque vous êtes l'initiateur de ces deux fondations en faveur de la recherche, de la santé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes en pénurie de vaccins, on peut le dire. La France n'a pas encore produit son vaccin. Nous sommes aujourd'hui face à un vaccin américain, russe et maintenant AstraZeneca qui a posé quelques questions. Vous disiez effectivement qu'on ne fait pas assez pour la recherche. Vous pensez qu'il y a une fuite des cerveaux ou que justement l'État doit plus investir en faveur de la recherche scientifique? Oh non, je ne pense pas qu'il y ait de fuite de cerveau. Il y a peut-être quand même si ça ne correspond pas à une fuite, un plus grand nombre de cerveaux mobilisés sur ce problème des vaccins dans certains pays que dans d'autres. Non, et puis la chance joue son rôle, bien entendu. Donc voilà, ça a créé ces distorsions qu'on peut constater dans les résultats de cette recherche entre les succès de certains laboratoires et de pas d'autres. Bon, voilà, c'est comme ça. J'imagine qu'on se rattrapera un jour dans d'autres domaines. Alors Bernard Eisenberg, vous avez participé justement aux grandes révolutions de notre pays. Vous avez connu au sein de cabinets ministériels des grands bouleversements comme mai 68 et bien d'autres. Comment voyez-vous, Bernard Eisenberg, l'avenir immédiat de notre pays aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt positif à l'heure où on nous annonce un confinement d'un mois? Oui, enfin, je ne vois pas d'éléments, encore une fois, fondamentalement négatifs de nature à perturber la croissance. Mais attention, il faut bien voir ce qu'on met dans la croissance aussi. C'est une croissance qui va s'infléchir en fonction des problèmes de climatologie dont on pourra dire un mot, j'imagine. Cette croissance va donc porter notamment sur la solution des problèmes qui créent cette augmentation de la température sur notre petite planète. Et d'ailleurs, qui ont une petite idée dérivée au passage, que je dérive au passage, dans la mesure où la recherche scientifique est la cause un petit peu de ces problèmes, implicitement, par le mode de vie qu'elle finit par nous permettre, eh bien pourquoi ne pas l'utiliser plus massivement, cette recherche-développement, cette recherche scientifique,
pour traiter ce problème de climatologie. Je prends un exemple. Si, par exemple, l'ensemble des 200 nations mondiales, sous l'égide des Nations Unies ou d'une autre structure, d'un G200, comme on dit maintenant, décidaient de dépenser 100 milliards d'euros chaque année, ce qui au niveau mondial est peu de choses, sur le gaz carbonique pour faire en sorte qu'on connaisse totalement cette molécule, qu'on sache la traiter, la casser, la faire absorber par des enzymes gluten ou que sais-je. Donc pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas 100 milliards à nos chercheurs en chimie et en biologie pour résoudre ce problème? En tout cas, il me semble qu'il faudrait le tenter. Je n'ai jamais vu d'appel de ce genre, c'est probablement parce que je dis une bêtise et que je suis dans l'erreur la plus profonde, mais on ne m'empêchera jamais de regretter, encore une fois, on ne fasse pas d'efforts de recherche supplémentaires. Si on arrive à résoudre, et il faudra qu'on résolve nos problèmes de climatologie, d'augmentation de la température de notre petite planète, eh bien, ce sera grâce à la recherche scientifique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la recherche qui nous donnera la solution du problème. Alors justement, et bien sûr, tous les efforts que l'on est amené à consentir, mais au-delà desquels il y aura un jour quand même une solution pérenne de façon à nous permettre de continuer à vivre sur notre malheureuse planète. Alors Bernard Heisenberg, vous pointez le problème sur un sujet très important, celui de l'innovation de la recherche. Aujourd'hui, on voit plusieurs pôles se dessiner sur une compétition internationale autour de l'innovation. On voit les États-Unis qui sont largement en tête sur le numérique, on parle souvent des GAFAM. La Chine aussi, qui a son propre marché et qui aujourd'hui vient perturber tout ça. Les Russes, qui sont quand même dans cette bataille internationale. Comment voyez-vous aujourd'hui le positionnement de notre pays sur un marché aujourd'hui international sur lequel la France, vous parliez de la recherche, mais il y a le sujet aussi du digital, du numérique, semble perdre un petit peu sa vitesse? Il y a des produits pour lesquels l'importance du marché, de la consommation est telle que seuls peuvent faire l'effort de recherche nécessaire des structures d'une certaine taille, encore qu'elles démarrent souvent aussi dans un garage, suivant l'expression consacrée. Mais quand même, globalement, c'est le rôle des GAFA, le numérique, tout ça, c'est vrai. Mais quand vous regardez les taux de recherche-développement des grandes nations par rapport à leur PNB, ce ne sont pas forcément les nations où il y a les GAFA, la nation où il y a les GAFA, les États-Unis, où sont les GAFA, qui a le meilleur taux de recherche-développement le plus élevé proportionnellement. Je veux dire, l'un des pays les plus élevés, c'est la Corée du Sud. Et derrière, vous avez les pays nordiques, la Suède et quelques autres, ou Taïwan même. Les États-Unis, ces taux sont de l'ordre de 3% pour ces pays, voire supérieurs à 3%. En France, nous étions à 3% sous De Gaulle-Pompidou, et nous sommes à 2,2%. Je veux dire, l'ensemble de l'effort de recherche et de recherche-développement par rapport à notre richesse nationale. Donc, je veux dire, rien n'est impossible à partir du moment où vous êtes à plus de 3%. Comme la Corée du Sud, eh bien, vous pouvez, comme la Corée du Sud, avoir quelques champions mondiaux. Et donc, les choses peuvent encore se déplacer. Je ne crois pas qu'on soit devant un système figé pour l'éternité. D'ailleurs, ce qu'on voit, Bernard, c'est que les États-Unis font appel beaucoup à de la maintenance. En Inde, la sous-traitance, souvent, qui vient des développeurs. Donc, est-ce que pour vous, ça peut être aussi un moyen de combler le retard sur des sujets d'innovation, de faire appel à de la main-d'œuvre qualifiée dans des pays. Et puis, il va se passer un phénomène qui va aussi aboutir probablement à une modification un petit peu de l'échelle des choses. Regardez, il y a 1 million de chercheurs fondamentaux, je crois, en Chine en ce moment. Il y en a aussi 1 million aux États-Unis. C'est-à-dire que les Chinois ont rejoint les États-Unis en termes de chercheurs. Simplement, le taux de croissance du nombre de chercheurs qui apparaissent tous les jours en Chine est de plusieurs pourcents, et il est beaucoup plus faible aux États-Unis. Donc dans 10 ou 20 ans, la recherche, ce n'est plus la Silicon Valley dont on parlera, c'est la, Pékin Valley ou la Shanghai Valley. Mais en tout cas, il y a un développement dans ce sens qu'il faudrait observer avec beaucoup d'attention et de vigilance. Alors Bernard Heisenberg, une autre question. Je sais que vous êtes de l'école de la méritocratie, puisque vous êtes un pur produit de l'école républicaine. Vous avez issu d'une famille plutôt modeste et atteint des hautes fonctions républicaines.
Et justement, vous présidez une association qui s'appelle Avenir Ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Un avenir ensemble. Alors c'est une structure qui a été créée par un ancien grand chancelier de la Légion d'honneur qui voulait essayer de réparer cet oubli d'un certain nombre de jeunes placés dans des zones où ils ne peuvent avoir la connaissance des bons circuits du système éducatif français pour accéder à des situations importantes, élevées. Et donc il a créé cette fondation qui prend des jeunes en troisième du système secondaire qui sont que le proviseur ainsi que les professeurs du système d'enseignement ont pu repérer. Et ces jeunes sont aidés par un système important de parrainage et d'un peu d'aide financière, mais surtout de parrainage qui leur permet de compenser leur manque de connaissance de ces filières, de ces circuits qui permettent de monter dans la hiérarchie de l'enseignement. C'est déjà voilà, et de fil en aiguille, bien sûr, ce sujet me passionnait, d'autant que je suis moi-même un boursier de la République. Eh bien, j'ai essayé d'appuyer le développement de cette fondation et j'en suis devenu progressivement le vice-président. Oui, Bernard, on peut le dire, vous êtes assez humble parce que vous êtes issu d'une famille plutôt modeste, une famille française, le papa qui était ouvrier, une maman, même si c'était un milieu plutôt tourné vers l'instruction, mais plutôt modeste, et vous n'avez rien lâché. Vous êtes rentré dans l'école républicaine, vous avez été repéré pour justement vos compétences, puisque vous étiez passionné de deux matières, on peut le dire aujourd'hui, la philosophie et les mathématiques. C'est vrai. J'étais même plutôt meilleur en philosophie qu'en mathématiques, mais ce sont les mathématiques qui m'ont permis d'accéder à des grandes écoles scientifiques. Voilà, Et aujourd'hui, vous avez gardé ce lien avec la philosophie, puisque vous écrivez encore un certain nombre d'ouvrages. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir ici pour justement développer ces ouvrages. Et quel est aujourd'hui, Bernard Eisenberg, quel message vous voulez passer pour les jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être, qui ont peut-être un peu de doute, qui sont dans un confinement compliqué, pour certains qui travaillent à la maison. Quel message peut-on leur passer? Parce que vous êtes un très bel exemple aujourd'hui de réussite, une belle réussite française. Le message, c'est la persévérance. Je veux dire, il ne faut pas se décourager, mais il y a beaucoup au-delà de la fondation qu'on a évoquée, il y en a bien d'autres. Je veux dire, et donc il faut avoir recherché ces structures, celles qui vous convient le mieux, qui vous correspondent le plus à vos attentes, et essayer d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas rester immobile. Il y a quand même en France des centaines de milliers d'associations. Il y en a beaucoup qui essayent de compenser les insuffisances du système éducatif. Voilà, il faut les rechercher en même temps qu'elles vous recherchent et faire preuve à leur égard de curiosité. Voilà, il faut être insatisfait et en mouvement. Insatisfait, en mouvement, être accompagné. Pour être accompagné et pour effectivement avancer. Pour avancer, Bernard Eisenberg, c'était un honneur pour nous vraiment de vous recevoir. Alors attendez, pour avancer, pas pour n'importe quoi non plus. Je veux dire, d'abord en gardant trace de ce que l'on a vécu et la mémoire de ceux et des structures qui vous ont aidé, bien entendu. Ce que j'essaye de faire, j'essaye de payer ma dette à l'État français, qui m'a permis d'accéder à toutes ces fonctions dans une large mesure. Voilà, et c'est une dette importante. Je ne pense pas pouvoir l'éteindre avant ma disparition. Vous voyez en fait cette forme d'engagement comme une forme de reconnaissance à la République, à l'État français. Tout à fait, elle est intense et permanente. Alors, intense et permanente, pour nous, effectivement, c'est un honneur de vous recevoir. On fera une autre émission, justement, où nous allons continuer à ouvrir cet ouvrage Bernard Eisenberg. Bernard Eisenberg, je rappelle que vous étiez président de la banque Edmond de Rothschild, que vous avez présidé l'école polytechnique, que vous étiez vice-président de Lagardère. Votre parcours est très long, très intense, très riche. Vous avez fait un parcours assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez, pour finir l'émission, nous donner un petit peu les enjeux que vous souhaitez relever cette année, que vous souhaitez aussi pour la France? Vers quoi allons-nous cette année, selon vous?
Moi, d'abord, je souhaite qu'on sorte bien sûr de nos problèmes, tous nos problèmes actuels, et on en sortira bien entendu, mais le plus vite sera le mieux. Ce que je souhaite à notre pays, c'est d'être un pays qui permette à tous ses habitants, à tous ses citoyens de s'épanouir et d'aider ceux qui n'auront pas eu la chance d'accéder à ce stade, d'aider ceux qui sont restés un peu en arrière de la progression, du confort, de la richesse, pas de la richesse, comment dire, financière, la richesse que permettent d'irrigation du cerveau que permettent les études. Donc je souhaite à mon pays d'accomplir un petit peu tout cela. Et puis aussi d'avoir un rang correspondant à ses aptitudes dans le monde, dans différents domaines, et qui en pondération soit un rang de 3e, 4e ou au pire 5e puissance mondiale. Voilà, nous l'avons été à 2 ou 3 reprises, nous le sommes presque. Mais j'espère que ce rang, nous l'aurons de nouveau. Et ce que je souhaite à nos habitants de notre pays, parce que je crois que c'est un moteur absolument essentiel, important, fondamental, c'est de faire preuve de curiosité. Je crois que les deux moteurs de l'être humain sont d'une certaine façon l'altruisme et de l'autre la curiosité. L'altruisme, pourquoi? Tout simplement parce que nous descendons d'ancêtres qui ont dû s'associer pour se défendre contre les intempéries de la nature, contre les animaux sauvages. Ont survécu ceux qui avaient dans leur génome cette faculté d'altruisme. Il en reste quelque chose encore aujourd'hui, et je pense qu'il faut cultiver cet altruisme. Il a servi à nos ancêtres il y a des centaines de millions d'années, des centaines de milliers d'années. Il a permis à nos ancêtres de survivre. Eh bien, on devrait apprendre aujourd'hui, sur les bancs de l'école, cette forme d'altruisme, parce que c'est aussi une façon de se souvenir d'où nous venons. L'altruisme, la curiosité. La curiosité est un autre moteur essentiel. Moi, c'est le moteur qui me fait vivre. Je suis toujours à l'affût d'une découverte, d'une idée, de transposition que l'on peut faire, de frontières à abattre. Voilà, c'est ce qui me motive, et voilà, je trouve passionnant de vivre dans cet état d'esprit. Alors, on finira, ce seront les mots de la fin, Bernard Eisenberg. L'altruisme, la curiosité, l'envie de partager, l'envie de découvrir, de casser les barrières, et le meilleur pour la France. Merci vraiment d'être venu, Bernard Eisenberg, de ce très beau témoignage, je pense qu'il sera partagé par nos téléspectateurs. Et je vous dis à très bientôt, parce qu'on va vous recevoir à nouveau pour parler de vos ouvrages, de votre parcours, et puis de ce que vous avez justement tout à partager. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, pour le portrait de la semaine, autour de l'actualité économique, sociale et numérique.